Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. En fait, je vais dire bonsoir parce que c'est une soirée, hein. Même si on la commence dans la pleine journée comme ça, avec le beau soleil. On est là pour introduire une soirée internationale de l'Institut des Amériques, dans laquelle nous allons parler avec nos partenaires et qui sont déjà parfois très longtemps en collaboration avec l'IDEA. Il faut les mettre en évidence dans ces congrès parce qu'ils sont très très importants pour la circulation des jeunes chercheurs, de doctorants, des professeurs, et aussi pour qu'on puisse connaître un peu plus de chacune des réalités qui composent cet institut. Et avant tout, je remercie l'Institut des Amériques pour l'invitation, en particulier à Serge Jomon, qui est président du conseil scientifique. Je lui représente là une fois qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Et aussi remercier à Louis Miguel, qui est le responsable international de l'Institut des Amériques et qui a bien organisé les questions que nous allons débattre dans ce moment. Alors là-bas, on va seulement introduire et faire une provocation. Chacune des institutions parlera un peu de ce qu'elles font, sa trajectoire, qu'est-ce qu'elles produisent en contact avec l'IDEA, quels sont les genres des échanges qu'ils peuvent promouvoir, des bourses, quelles sont les expériences préalables. Et après cela, nous allons passer dans un deuxième moment très convivial pour regarder tout cela, regarder un peu les matériaux qui ont été apportés par les institutions, à côté d'un cocktail très très amical qui sera une bonne manière de finir cette journée et de bien commencer la soirée. Et les représentants qui sont là ce soir, nous sommes 8 représentants. Moi, je fais le médiateur, comme vous voyez, mais je représente aussi quelques institutions qui ne peuvent pas être présentes en ce moment, qui sera INSHS et l'AFEC, l'Association française d'études canadiennes. Nous allons écouter la commission franco-américaine Fulbright, avec Martine Roussel qui est là, et la Casa de Velázquez, con Gladys Bernard qui est là, et aussi l'Institut français d'études andines, avec Irène Favier, qui est ici avec nous, et la maison universitaire franco-mexicaine avec Emmanuel Eveno, et la Société française des hispanistes et des ibéro-américains avec Françoise Martinez, et les centres d'études mexicaines et centro-américaines, dont lequel Maya Colombon nous a envoyé sa participation par vidéo. Alors, on passe directement aux présentations. On va essayer d'être très, très bref, parce que l'idée est seulement de faire une provocation, l'entrée dans l'idée, l'entrée dans le sujet, et après passer dans les cocktails pour parler plus calmement avec chacune des institutions. Okay? Alors, je serai un peu sévère avec les temps, parce que nous sommes plusieurs. On a chacun jusqu'à 5 minutes. Je vais chronométrer ici. Et moi, même si je le dépasse, vous pouvez me dire, le Miguel, s'il vous plaît. OK, donc je commence là pour vous parler un peu de l'Institut de sciences humaines et sociales du CNRS, le pôle Europe et international. C'est très intéressant parce qu'on comprend toujours que le CNRS est une institution très importante en France, mais elle est aussi très présente à l'extérieur. Moi-même, j'ai vécu une expérience dans un de ces espaces. Je passe le Miguel, tu passes? OK. Alors, on va parler de l'INSHS et de sa coopération dans le monde entier. Là, si on pense au bureau du CNRS à l'étranger, on peut regarder qu'ils sont dans tous les continents, à Ottawa, à Melbourne, à Rio, à Pékin, un peu partout. Et ces bureaux, ils ont un rôle central de faire que soit connue la recherche française, mais aussi qu'une recherche transnationale soit produite dans ces espaces. Et on voit ici la présence du CNRS dans le monde, et avec une attention particulière aux unités de recherche qui sont copilotées dans les Amériques. Nous avons ici alors Washington, Tucson aux États-Unis, Mexico et Lima, où on peut avoir des unités du CNRS dans les Amériques, particulièrement à Tucson, c'est où j'ai une expérience, je vous présente ici. Nous avons ces 3 catégories de présence du CNRS à l'extérieur. Les unités mixtes des instituts français à l'étranger, les UMIFRE, qui sont 25, et les laboratoires internationaux. Un de ces laboratoires, c'est IGLOBE, c'est où j'étais à Tucson, l'Arizona, et un autre, c'est IRL, qui traite des questions environnement santé, et 3 unités d'appui à la recherche, et surtout dans le sud européen. Et si on regarde la mobilité internationale du CNRS, on peut voir qu'elle a 3 modalités.
Elle peut se faire d'une manière longue dans une année, appliquée surtout aux chercheurs, d'une manière courte avec les missions, et aussi aux doctorants avec un contrat doctoraux, ceux qui ont prévu dans leur programme de circuler dans un pays où il y a une unité internationale du CNRS. Si on parle des modalités longues, on peut voir qu'il y a toute une planification nécessaire en dépôt des candidatures et on aura du matériel dans la soirée là-bas pour que vous puissiez connaître un peu plus les intéressés de comment faire la candidature, et celle-là pour les chercheurs, pour les enseignants-chercheurs liés au CNRS. Dans les modalités courtes, il y a pas mal d'options. Celles-là liées surtout dans les petites missions du 3 à 9 mois, petites mais sont quand même très intéressantes. Et aussi dans l'accueil de chercheurs qui ont soutien à une modalité spécifique quand ils sont à l'étranger. Et aussi de missions qui veulent créer de nouvelles stratégies internationales qui sont des tremplins pour l'international. Les contrats doctoraux, ils ont un rôle très très important dans ce regard international du CNRS parce qu'ils permettent une double question, soit le jeune chercheur qui regarde le monde et qui apporte ce monde aussi à la tradition, à ce qu'on connaît déjà en France. Alors, il y a une diversité énorme que vous allez pouvoir voir dans nos matériaux et qui sont ici dans l'écran en général. Et de la coopération internationale, alors il y a cette International Made in Action pour ceux qui commencent et veulent créer un dispositif. Il y a le Research Network and the Research Projects pour ceux qui sont déjà en développement et des International Laboratories pour les deux cas qu'on a signalés ici, comme eGlobe à Tucson. Alors, si on pense aussi à ces modalités-là, ce n'est pas énormément d'argent parce que ce sont des missions, mais c'est quand même en argent spécifiquement pour une recherche liée à ces questions, et 6 000 € par an dans l'exploratoire pendant 2 ans maximum, 14 000 soit pour les research et network ou project, et tous les candidats ils vont passer par l'appel d'offres commun et ils vont faire la concurrence. Alors, les pôles Europe et international du CNRS a ce rôle de faire que la recherche française soit en dialogue ouvert avec le monde. On a aussi les principaux responsables qui nous ont envoyé ces informations, ce contact. Il y en aura du matériel aussi à discuter ensemble pendant la soirée internationale. Et là, avec 4 minutes 40, je m'arrête pour bien tenir le temps. Et on passe immédiatement alors à Martine Roussel pour nous parler des Fulbright. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'Institut des Amériques pour cette invitation à participer à ce grand moment. Nous en sommes particulièrement fiers parce que Fulbright France, la Commission franco-américaine, est partenaire de l'Institut des Amériques. Donc, quand je présente le programme et ses opportunités, j'ai l'habitude de commencer par un mot d'histoire et de mettre en avant la longévité de celui-ci, puisque c'est un programme riche de 75 promotions. Mais j'avoue que dans ce lieu et dans cette ville, je trouve que l'argument a un petit peu moins de poids, comme bizarrement. Néanmoins, effectivement, c'est un programme qui a été créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, contexte par descendre de la Seconde Guerre mondiale, plan Marshall, etc. Et volonté, à l'époque du sénateur Fulbright, de créer un lien entre les peuples pour éviter les situations qu'on avait connues, un lien à travers la mobilité universitaire et la coopération scientifique et culturelle. Donc c'est en 1946 qu'a été lancé ce programme dont je vais vous parler, dont nous fêtons l'anniversaire cette année. À l'échelle globale, c'est un programme qui est en fait un programme américain qui est mis en œuvre dans la plupart des pays du monde, qui soutient 8700 lauréats par an, qui a toujours, quand il est promu, sont toujours mis en avant les grands alumni qui sont des chefs d'État, des artistes, des écrivains, etc. Et donc c'est un budget assez important pour le département d'État. Néanmoins, slide suivante. C'est un programme qui est mis en œuvre, c'est sa caractéristique principale en France, de manière bilatérale. Donc, moi, je dis souvent que je représente la commission franco-américaine, donc une institution qui répond à une gouvernance française et américaine et qui bénéficie
de financement à la fois américain et français. Donc, Madame de la Casa Vasquez qui est là, on répond des mêmes gouvernances au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous avons aussi des partenariats avec un certain nombre de régions, d'institutions, mais aussi de fondations, quelques partenaires privés. Nos alumni prestigieux, dont l'actuel ministre de l'Éducation nationale, mais beaucoup d'autres également. J'insiste sur les partenariats parce que si vous trouvez être chercheur ou doctorant dans une des régions citées ou dans un des établissements, il y a tout intérêt à regarder de près ce partenariat parce que tout simplement ce sont des opportunités de soutien en plus. Nous avons aussi un partenariat avec l'Institut des Amériques et d'ailleurs demain soir nous en dirons un mot lors de la cérémonie. La suite. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous soutenons des programmes de mobilité universitaire, des séjours de mobilité, dans les deux sens. C'est notre particularité, c'est-à-dire que nous accueillons à la fois des Américains en France et nous envoyons des Français aux États-Unis de niveau étudiant, donc masterant, doctorant, chercheurs, bien sûr, postdoc et chercheurs confirmés. Mais nous avons aussi des programmes de soutien à des projets pour des assistants de langue. Slide suivante. Quelques autres particularités que je signale très rapidement. Je prends le soin de signaler que chaque année, nous accueillons une délégation américaine d'une douzaine de responsables d'université à qui nous offrons l'opportunité de rencontrer l'enseignement supérieur et la recherche française. Cette année, nous étions à Nantes et à Angers, l'année prochaine à Grenoble. Slide suivante. Donc, une photo vaut mieux que des mots et encore mieux que des chiffres. Voici ce que donne une promotion annuelle. 7 étudiants, 22 doctorants, 16 chercheurs. Nous avons aussi un programme pour les ONG et les assistants de langue. Et puis l'autre photo dans le sens inverse qui est beaucoup moins jolie parce que c'est moi qui l'ai prise. 22 étudiants, 11 doctorants, 20 chercheurs, 11 assistants de langue et 12 effectivement, administrateurs. Donc le seul message pour moi ici, de retenir, c'est que ce programme n'est pas un programme bizarre, n'est pas un programme élitiste, n'est pas un programme particulier à part. C'est véritablement un programme de coopération entre nos deux pays. Si vous avez le souhait d'aller aux États-Unis, pour poursuivre vos recherches, c'est un réflexe qu'il faut avoir, ou inversement de recevoir un collaborateur américain en France. Mais généralement, les Américains connaissent très bien le programme. Merci beaucoup. C'est un programme vraiment très intéressant. Je le disais qu'au Brésil, c'est un rêve pour les étudiants. Ils se battent beaucoup. Donc, on passe directement à parler de la Casa de Velázquez con Gladys Bernard. Merci beaucoup. Donc, un grand remerciement de la part de l'institution à l'IDEA et aux organisateurs de cette réunion. Donc la Casa de Velázquez, qu'est-ce que c'est? C'est une des 5 écoles françaises à l'étranger et la seule qui a un lien privilégié, particulier avec les Amériques. Elle a été inaugurée en 1928 à Madrid, détruite complètement en 1936, la malchance de la ligne de front pendant la guerre civile, et reconstruite et réaccueillant des membres dès les années 50. Donc nous sommes actuellement à la 110e promotion de l'École des hautes études hispaniques et ibériques, la partie de la Casa de Velázquez qui accueille des chercheurs en résidence. L'autre partie, l'Académie de France à Madrid, accueillant des artistes. La Casa de Velázquez, c'est la réunion en un seul lieu à Madrid de l'École française de Rome et de la Villa Médicis, en fait, pour faire très court dans l'historique. La Casa de Velázquez et les Amériques, c'est une relation qui existe en fait depuis de très longues années. Plusieurs directeurs de la Casa de Velázquez sont américanistes de formation. Aujourd'hui, si on peut voir la slide suivante, la politique scientifique de l'EHEHI, de l'École des hautes études hispaniques et ibériques, est composée d'une vingtaine de programmes scientifiques financés à la fois par l'institution et également par des institutions partenaires, des universités, institutions nationales et étrangères, des unités CNRS, des laboratoires, et 5 programmes concernent actuellement les Amériques, d'un programme d'histoire, gouverner les îles à l'époque moderne et contemporaine, qui s'intéresse à l'espace méditerranéen, également à l'espace atlantique et à l'espace asiatique avec les Philippines, jusqu'à le programme Miracle, un programme d'anthropologie culturelle sur les ex-voto qui va terminer ses travaux cette année à Mexico.
vous avez un certain nombre d'historiques de programmes achevés du contrat quinquennal précédent. Donc les rencontres scientifiques alimentent notamment tout un réseau d'échanges, de réflexions et de publications. La Casa de Velázquez, c'est aussi une éditoriale, une maison d'édition qui se consacre pour partie, je vous montrerai donc dans le temps les ouvrages que nous publions, qui sont pour une partie non négligeable consacrés à l'histoire américaine, et également à l'anthropologie, à la sociologie, aux sciences politiques des Amériques en rapport avec la péninsule ibérique. 2 projets notamment sont vraiment à retenir dans ce cadre, puisqu'ils peuvent offrir pour l'un d'entre eux des séjours de mobilité vers les Amériques. Americanos in Madrid, à Mermad, qui est un projet financé par la communauté de Madrid, qui vise à montrer l'influence des communautés américaines sur le patrimoine historique, culturel de la communauté de Madrid. Et le deuxième projet, le projet Failure, le projet Fracasso, qui s'intéresse à l'échec entre le 16e et le 19e dans les relations dans l'espace atlantique. C'est un programme qui va ouvrir le site de la Casa de Velázquez et du MIAS, du Madrid Institute for Advanced Study, qui est un institut créé par la Casa de Velázquez à la Universidad Autónoma de Madrid en 2016. On va ouvrir un appel pour permettre à des chercheurs de rejoindre le projet et d'effectuer des mobilités supérieures à 30 jours et jusqu'à 90 jours, délai de visa, vers donc des institutions américaines, les 8 universités américaines partenaires, tant aux États-Unis, au Mexique, au Pérou, au Chili. Bref, vous trouverez la liste complète dans la description au courant de l'année, entre le 1er septembre 2023 et 1er septembre 2024, le projet s'achevant à l'automne 2024. Les dispositifs de mobilité, parmi les 17 membres de l'école des hautes études hispaniques et ibériques, les membres de la Casa de Velázquez, 5 sont américanistes cette année, c'est un nombre exceptionnellement élevé. Ces postes sont ouverts par concours annuel. L'appel est ouvert pour des postes de doctorants, essentiellement, également pour des enseignants-chercheurs qui souhaitent, et des chercheurs CNRS qui souhaitent terminer leur HDR. Donc c'est un séjour de 2 ans en tant que membre contractuel de la fonction publique ou fonctionnaire détaché pour 2 ans, 1 an renouvelable jusqu'à 3 fois, en fait, 3 ans maximum, à la Casa de Velázquez à Madrid. Et parmi les 28 chercheurs de l'Institut accueillis cette année, de l'Institut d'études avancées, le MIAS, le Madrid Institute for Advanced Study, 14 proviennent d'institutions américaines et ou travaillent sur des thématiques américaines. Les dispositifs de mobilité pour les jeunes chercheurs, les doctorants, sont composés de deux dispositifs principaux, des ateliers qui se réunissent chaque année avec le partenariat de l'IDEA, les journées des jeunes américanistes, qui réunissent et qui offrent la possibilité aux doctorants, aux jeunes docteurs de présenter leurs travaux, se réunissent à Madrid, à Mexico et à Lima, en partenariat avec les UMIFRE, donc de réunir une vingtaine de chercheurs pour présenter chaque année leurs travaux sur une thématique donnée. Et également le dispositif de bourse doctorale, être accueilli 1 mois en péninsule ibérique, non seulement à Madrid, mais aussi à Lisbonne, à Séville, à l'Archivo General de Indias, par exemple, sur des thématiques en lien avec les axes scientifiques de la HEHI. 10 doctorants provenant d'universités américaines ou travaillant sur les thématiques américaines ont l'occasion de venir à Madrid cette année. Et au niveau des chercheurs postdoctoraux et confirmés, c'est l'appel du MIAS, du Madrid Institute for Advanced Study, qui est lancé chaque année au mois d'octobre-novembre, qui permet d'offrir des dispositifs de mobilité de 3 mois jusqu'à 5 ans, avec intégration dans la Autónoma. Et cette année, nous accueillons 8 chercheurs américains à tout niveau de carrière, du très jeune postdoctorant jusqu'aux collègues sexagénaires et plus, qui viennent pour des séjours de recherche de 3 mois. Enfin, on a des mobilités plus spécifiques dont je suis prête
à parler, parce que le temps s'achève, avec le Colegio de México ou l'Institut allemand d'histoire de l'art, également dans ce cadre. Je vous remercie. Voilà, je suis moi-même absolument pas spécialiste des Amériques, mais je viens pour représenter Nancy Berthier, directrice de la CASA, et mon collègue Luis González, directeur des études comme moi, mais pour les époques modernes, contemporaines et temps présent. Je suis moi-même directrice des études pour les époques anciennes et médiévales. Je vous remercie. Merci beaucoup Gladys, c'est vraiment un travail très très intéressant, ça nous passionne de connaître. J'ai aussi l'honneur de vous parler un peu de l'Association française d'études canadiennes. Il y a ma collègue Hélène Arter qui est là et une très très grande connaisseuse de la thématique. Après, dans les cocktails, n'hésitez pas à passer les questions à Hélène, pas à moi. Oui. Donc, l'association est présidée en ce moment par Françoise Lejeune, qui était avec nous hier dans le conseil scientifique, mais qui ne peut pas être là dans le moment, donc je la représente dans cette présentation rapide. Et l'AFEC, alors, dont j'ai été membre pendant quelques années quand j'étais doctorant, parce qu'on a toujours fait des études comparées entre le Brésil et le Canada, et ça m'intéressait beaucoup, donc je me sens très à l'aise de parler de l'AFEC. Elle a été créée en 1976, et c'est une institution très forte en termes des études canadiennes à l'Europe, qui rassemble plusieurs chercheurs français et francophones, une dizaine de centres d'universités françaises, et une collaboration assez puissante avec l'ambassade du Canada. Elle a un site web, aussi une feuille régulière pour les abonnés, et un congrès annuel dans lequel le prochain, vous êtes tous invités, va se passer à Poitiers, proche de la fin du mois. Et si vous voulez être membre, il y a une cotisation annuelle de participation, là-bas 65 € pour les Français, 60 € pour les adhérents hors de France. Et les étudiants intéressés à 25 €, vous êtes membre facilement. Et la revue qui apporte plusieurs thématiques du monde canadien contemporain. Alors, les bourses de l'AFEC et du CIEC, elles ont aussi une importance pour plusieurs étudiants français parce qu'il y a différentes sortes de bourses. Il y a le prix des thèses à 1 500 €. Les candidatures vont jusqu'au 1er mars, donc pour cette année, c'est plus possible, mais vous pensez pour l'année prochaine. Les bourses des Masters 2 jusqu'au 1er juin, ça vient de passer aussi, hein, c'est pas ma faute, mais je vous conseille fortement d'accompagner pour la prochaine fois. La bourse de complément de spécialisation, aussi le 1er juin, pas très juste, hein, à 1 500 €, une aide de financement dans ce jour au Canada, mais aussi un réseau international avec le CIEC, qui est le Conseil international d'études canadiennes, qui soutient le jeune chercheur, le membre de l'AFEC. Et ça, vous pouvez déposer jusqu'au 1er novembre, c'est pas mal. Donc, auprès de l'AFEC qui présente les candidatures sélectionnées, avant tout, il va falloir être membre. Et les espaces de publication pour le jeune chercheur, c'est aussi une forme de soutien très important de l'association, qui est la revue canadienne et le journal international, l'International Journal in Canadian Studies. C'est ça. On passe maintenant à Irène Favert pour nous parler de l'Institut français d'études andines. Bonsoir à toutes et tous. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter donc l'IFEA, l'Institut français d'études andines, qui est une UMIFRE et qui compose une UAR, donc une unité d'action et de recherche avec le CEMCA à Mexico. Donc l'IFEA a été créée, on fait tous un peu d'histoire là de nos organisations, donc en 1948 à Lima. Elle a plusieurs missions classiques, mais pour un laboratoire en tout cas, de production de connaissances, d'animation scientifique, de diffusion et de formation à la recherche, ce qui est un des principaux points que je venais souligner ici ce soir. Les effectifs, il s'agit d'une petite structure pour l'IFEA et c'est un institut qui accueille en fait tout type, au point de vue statutaire en tout cas, de chercheurs. Donc vous avez des résidents au Pérou, en Colombie, des doctorants et des post-doctorants. Il y a un personnel administratif qui est conséquent, puisque en équivalent temps plein, on est autour de 12 à 15 personnes. Donc il y a quand même une vie locale non négligeable. Et un ou une volontaire internationale chargée, entre autres, de l'animation des événements scientifiques. Une des principales informations, c'est que l'IFEA jouit désormais de nouveaux locaux suite à une donation et un gros travail de rénovation du bâti.
qu'a supervisé, entre autres, Evelyne Mesclier, ici présente. Donc vous voyez, vous pouvez vous en rendre compte vous-même, mais sinon sur le site de l'IFEA, vous avez un aperçu du superbe travail à base de quincha, donc avec tout un travail d'anthropologie, d'usage de la terre au Pérou qui a été réalisé. Désormais, tous les locaux sont rassemblés en un même endroit et le principal message, c'est que vous y êtes toutes et tous les bienvenus. Puisque donc voilà, vous voyez un peu l'inauguration des locaux, mais je voulais surtout insister sur les bourses, puisque donc ça c'est pour les projets scientifiques, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure un peu plus tard. Les publications, ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Parce que je vois que l'heure tourne. Il existe des bourses pour les chercheurs. D'abord pour les jeunes chercheurs, enfin ceux qu'on appelle les jeunes chercheurs, et pour les chercheurs confirmés, en provenance des pays andins. Ça nous occupe peut-être un peu moins ce soir, mais si jamais vous avez des collègues intéressés, c'est quand même bon à savoir. Mais surtout en provenance de France, des aides à la mobilité d'une part, qui concernent les doctorants et les doctorantes pour des missions de 2 à 6 mois. Les bourses dites Brignardello, qui sont plus fléchées spécifiquement vers l'archéologie péruvianiste, en hommage à la personne qui a légué donc sa maison à l'Institut. Et pour les collègues andins, donc, il existe des bourses dites andines. L'IFEA a conclu un certain nombre de partenariats. Donc, il y a de très beaux locaux à Barranco, donc à Lima, mais elle a une amplitude, en tout cas, qui est véritablement andine, puisqu'elle a conclu 19 partenariats avec des universités et institutions de Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou, et 14 partenariats avec des universités ou des laboratoires français, européens ou internationaux. Avec l'IDEA, l'IFEA accueille ce qu'on appelle le pôle andin, et on a le plaisir cette année d'accueillir une doctorante qui est présente parmi nous au congrès, qui s'appelle Valentina Artano Garmandia, qui travaille en géographie sur l'Équateur et qui nous permettra donc de couvrir aussi cette zone qui jusqu'à présent a été un peu un angle mort, mais on a aussi le plaisir d'accueillir dans le cadre de leur mobilité des chercheurs qui de fait vont être associés à l'IFEA, qui ont pu bénéficier de mobilité vers la Bolivie. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour nous faire connaître un peu plus de cette très très riche institution et j'espère qu'on pourra en parler un peu plus pendant les cocktails et avec vous. Et maintenant, on va continuer avec Emmanuel Eveno qui va nous parler un peu de la maison franco-mexicaine. Merci. J'en profite également pour remercier l'IDEA pour son aimable invitation. Je représente ici la MUFRAMEX. Je pense que c'est une institution qui est peut-être connue par un grand nombre d'entre vous, mais je vais quand même également la présenter dans ses fondements historiques pour dire ce qu'elle est en train de devenir dans un second temps. Donc la MUFRAMEX a été installée en 2004. C'est une formule assez originale. En 2004, le MESR a fait un appel à candidature auprès des villes universitaires françaises pour savoir qui voulait accueillir une maison ceci, une maison cela. 2 universités ont obtenu l'installation d'une maison universitaire. Toulouse pour la maison universitaire franco-mexicaine, l'UNISTRA, Strasbourg, pour la maison universitaire franco-japonaise. Et puis, le modèle s'est arrêté là. Nous sommes des modèles uniques, en quelque sorte, ce qui, d'une certaine manière, signale ce que nous pouvons avoir d'original. Nous sommes des organismes binationaux, régis par ce qu'on appelle un arrangement administratif, signé par les 2 ministères de chaque côté, la CEP pour ce qui nous concerne du côté mexicain et le MESR du côté français. Notre action consiste à promouvoir la coopération scientifique et universitaire entre la France et le Mexique, par toutes les actions qui semblent opportunes et qui peuvent être effectivement très diverses. Sauf que nous n'avons pas les moyens d'un fonds comme le fonds Fulbright, par exemple, ou des structures de cette nature. Donc nous ne finançons pas des opérations de recherche. Nous promouvons de la coopération scientifique en mettant ensemble, en quelque sorte, des acteurs qui ont la volonté d'agir en commun et parfois en les aidant à trouver des financements, voire en les appuyant pour le démarrage d'un certain nombre d'actions, par exemple dans le cadre d'ateliers ou de choses de cette nature. Les missions de la MUFRAMEX peuvent se répartir en 4 objectifs principaux. Promouvoir la création de réseaux thématiques et renforcer ceux existants. Nous disposons aujourd'hui d'un réseau franco-mexicain de recherche qui compte plus de 600 membres actifs, ce qui est donc assez significatif à l'échelle de la France et du Mexique.
Nous avons également pour mission de faciliter le processus d'internationalisation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Ça, c'est un gros sujet, enfin, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais quand on parle de l'internationalisation de l'ESR, on a toujours dans l'idée que c'est quelque chose qui a à voir avec la mobilité des étudiants. Or, s'il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de politique, où on a juste une structure de guichet, c'est vraiment là. Donc en fait, la politique, les stratégies d'internationalisation, c'est évidemment tout ce qui est à côté de la mobilité des enseignants et des étudiants. Autrement dit, tout ce qui est dans tous les doubles diplômes, dans les programmes communs partagés, etc. Troisième élément, élaborer des outils de soutien et de réflexion autour de la coopération bilatérale. Et enfin, divulguer et valoriser la recherche et la formation franco-mexicaine. Je passe très rapidement. Là, vous avez les publics auxquels nous nous adressons, les étudiants, plutôt les étudiants à partir du master, les doctorants, les jeunes chercheurs, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, et ensuite les institutions d'enseignement supérieur ou de recherche, publiques ou privées. Nous sommes très œcuméniques. Je passerai rapidement pour le projet qui est aujourd'hui au cœur de la dynamique de la MUFRAMEX, qui est un projet très ambitieux, qui en est à son démarrage, mais j'avais également l'intention de le présenter, alors peut-être plutôt dans la partie cocktail, de façon un peu plus extensive, parce que c'est un projet qui doit maintenant pouvoir fédérer toute une série d'interlocuteurs dans les différentes universités françaises. Une partie du travail est fait du côté des universités mexicaines, le travail reste à faire du côté des universités françaises. De quoi s'agit-il? Le campus des transitions, c'est une alliance universitaire entre des universités françaises et des universités mexicaines. Vous connaissez tous le principe des EUR, les alliances européennes, qui sont maintenant très valorisées dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, avec ceci de particulier que ce sont des alliances exclusives. Quand une université est membre d'une EUR, elle ne peut pas être membre d'une autre. Mais c'est comme si on limitait l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche au champ européen, ce qui n'a pas de sens. Nous sommes inscrits également dans d'autres espaces. Donc la MUFRAMEX essaie dans son format réduit, bien sûr, avec ses moyens qui n'ont rien de comparable avec ce que peut développer le cadre européen, la MUFRAMEX essaie de développer une alliance franco-mexicaine centrée sur des masters, avec pour particularité le fait que les masters en question doivent tous être focalisés sur les problématiques des transitions, qui sont nombreuses. Transition socio-écologique, transition urbaine, transition démographique, transition sanitaire, qui sont nombreuses et qui sont systémiques. Avec une autre originalité, c'est que les formations qui seront assurées seront des formations qui seront de double diplôme systématiquement et qui seront très radicalement interdisciplinaires. Donc, nous avons construit une amorce d'alliance avec quelques universités mexicaines. Nous sommes même maintenant en train de bâtir des hypothèses pour les localisations physiques des campus. Alors, au Mexique, il y a 3 hypothèses qui sont aujourd'hui sur la table. Une qui pourrait être du côté de Coajimalpa, pour ceux qui connaissent le Mexique, c'est dans le nord-ouest du Mexique. Il y a une unité de la UAM avec laquelle nous travaillons. Ils ont une forêt, le bois d'Encinal, qui est une forêt classée. Et à l'intérieur de cette forêt classée, il y a une friche industrielle qui serait extrêmement intéressante parce que, j'ai oublié de le dire, le campus doit être en rupture avec ce que l'on connaît. En particulier, si on veut être sur les transitions, il faut qu'on vive les transitions. Donc on pense à un campus éco-centré, avec toutes les ambiguïtés, tous les intérêts, toute l'ambition que revêt le terme, bien sûr. Donc c'est pour ça que dans les images ici, vous avez une cabane dans les arbres. On n'imagine pas qu'on mettrait 25 étudiants dans une cabane dans un arbre, mais enfin, c'est le principe qu'on voulait évoquer ici. Donc une hypothèse qui pourrait être un bois dans la ville de Mexico, une autre hypothèse qui est développée aujourd'hui par le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche du Mexique, qui serait plutôt dans le Yucatan, proche de Mérida, et puis une troisième hypothèse qui serait dans l'État de Mexico. Au niveau de la France, on est plutôt centré sur Toulouse, puisque j'ai oublié de le signaler, la MUFRAMEX est hébergée, administrativement parlant, par l'Université de Toulouse. Donc on pense à 2 sites qui pourraient convenir. Un qui est dans le sud de la métropole, qui est un château du début du XIXe siècle, d'une œuvre d'art, un monument historique tout à fait intéressant. Et l'autre qui pourrait être une ville d'équilibre, Cahors, Albi, ça reste à déterminer, avec toujours la nécessité que les étudiants français et mexicains vont devoir vivre en résidence pendant 1 an et avec des équipes pédagogiques pour travailler sur un bouquet de formations qui leur sera proposé. Un tronc commun, première année, qui sera rigoureusement identique à l'ensemble des partenaires, et ensuite des spécialités qui seront les codiplômes, qui correspondront à nos parcours de master, pour ceux qui connaissent. J'en avais terminé.
Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vraiment une expérience très intéressante. J'espère qu'on sera provoqué pour en parler plus pendant le cocktail. Et là, on passe pour connaître un peu aussi de la Société française des hispanistes et des ibéro-américanistes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, ça fait beaucoup d'informations. Moi, je vais vous présenter une société savante, comme on dit dans nos études aréales, qui fête cette année ses 60 ans. Son objectif, c'est d'œuvrer pour la défense de tous les enseignants-chercheurs dont les recherches sont en lien avec un territoire de langue espagnole, portugaise ou catalane. Alors Espagne, Portugal, Andorre, mais pour ce qui nous intéresse davantage ici, les 19 pays latino-américains et même les anciennes possessions espagnoles et portugaises en Afrique ou en Asie, comme la Guinée équatoriale ou les Philippines. La société souhaite fédérer celles et ceux qui ont embrassé ou forment le vœu d'embrasser la carrière d'enseignant ou d'enseignant-chercheur dans des conditions, on le sait, de plus en plus difficiles et précaires. Vendredi 2 juin 2023, et certains d'entre vous étaient présents, l'Assemblée générale a entériné une modification du nom de notre société savante afin de le mettre en adéquation avec nos pratiques et la réalité des recherches menées au sein de nos départements. La SHF est devenue la SOFIA, Société française des hispanistes et ibéro-américanistes. Une association. Non, tu peux, merci. Une association, on m'avait dit 2, donc je suis restée sur les 2. Une association, un bureau d'une dizaine de personnes. Alors, après 9 ans, le bureau est renouvelé à chaque nouveau comité ou partiellement renouvelé. Après 9 ans au bureau, Lauriane Lager, secrétaire, et moi-même, VP Amérique latine, laissons la place ce mois-ci à Eva Touboul et à Marion Gautreau. Un bureau d'une dizaine de personnes, un comité élu, lui-même renouvelable par tiers tous les ans, des correspondants dans toutes les universités, des adhérents, des informations. Alors là, vous avez une image du site, mais il y a aussi des newsletters, des courriels plus urgents si une nouvelle de dernière minute amène la société à se positionner par rapport à telle ou telle réforme ou nouveauté universitaire. 3 bourses de mobilité doctorale qui sont accordées chaque année et sur candidature déposée en janvier, des colloques, des tables rondes, puisque c'est une nouveauté. Les réunions de comité ces dernières années sont régulièrement associées à des tables rondes. La dernière en date était autour de l'histoire qui fâche en octobre, sur la mémoire de la guerre civile espagnole, et en janvier il y aura un peu le pendant avec une table ronde concernant les dictatures au prisme de leur mémoire. Donc des tables rondes et des congrès. Le prochain aura lieu à Limoges en 2024 autour de la thématique de la forêt. Voilà, ce souhait d'être tout à la fois inclusif et intergénérationnel concerne aussi les projets portés. Alors comme on avait 2 diapositives, là on peut passer à la deuxième. J'en ai fait ressortir 2. Le Wikibéram, parce qu'on parle beaucoup de la jeune recherche depuis qu'on est ici, et que là il est mis en place par un groupe qui a réfléchi à une façon de visibiliser chaque année les postes, les candidatures, les compositions des comités. Donc là, on essaye d'être vraiment en prise, de mettre la société en prise avec les préoccupations de nos jeunes chercheurs en ayant vu ce qui se faisait ailleurs, ce qui est habituel en histoire ou dans d'autres disciplines. Et puis la revue Hispanisme, revue de la SOFIA, qui a consacré son dernier numéro, et c'est assez inédit, à Puerto Rico, donc qui souhaite laisser une place de plus en plus large aussi à l'Amérique latine. Donc je conclurai là-dessus. Tous les enseignants-chercheurs de nos départements d'espagnol, de LEA ou dépendants d'autres départements de SHS qui jusqu'ici ne se seraient pas forcément sentis concernés par la SHF sont d'ores et déjà les bienvenus au sein de la SOFIA. Merci à vous. Merci beaucoup, Françoise. Je suis sûr que Sophia sera une très belle provocation pour penser des alternatives d'échange pour les étudiants, des doctorats, post-doctorats. Là, pour conclure, les institutions présentes, nous allons voir une vidéo qui nous a été envoyée par Maya Colombon à propos du Centre d'études mexicaines et centro-américaines. Bonjour à tous et à tous. Mon nom est Maya Colombon. Je suis maîtresse de conférences en sciences politiques et actuellement en détachement comme directrice du SEMCA. L'objet de cette courte vidéo est justement de vous présenter très brièvement le SEMCA.
Alors, le SAMCA est un centre français de recherche sur l'Amérique latine, mais plus exactement, dans notre cas, sur le Mexique et l'Amérique centrale. C'est donc un centre de recherche français en sciences humaines et sociales qui est sous la triple tutelle du ministère des Affaires français, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, du CNRS et de l'Université Paris-Cité. Nous partageons donc avec tous les autres UMIFRE dans le monde cette double tutelle ministère des Affaires étrangères, je vais y arriver, et CNRS, mais nous avons aussi pour particularité d'avoir une troisième tutelle qui est l'Université Paris-Cité. Donc le SAMCA, sous un autre nom, existe depuis 1960. Il a été créé dans un premier temps comme mission française d'archéologie et d'anthropologie, puis dans les années 80, 83 exactement, il devient un centre de recherche pluridisciplinaire qui couvre toutes les sciences humaines et sociales. Donc, au jour d'aujourd'hui, le SAMCA couvre une grande quantité de disciplines qui vont de l'histoire à l'archéologie, en passant par toutes les disciplines afférentes, mais aussi bien sûr la sociologie, la science politique, l'histoire de l'art, et j'en passe. Bon, enfin, bref, vous avez compris, les sciences humaines et sociales. Alors, c'est aussi un centre, et ça c'est une autre particularité de notre MIFRE, c'est que c'est un centre à portée régionale. Donc, en fait, nous couvrons 8 pays, le Mexique essentiellement, qui est donc le plus gros pays de la région, mais aussi l'ensemble des pays d'Amérique centrale, donc les 7 États d'Amérique centrale. Et donc, l'ensemble des recherches du SAMCA couvrent soit sur un, soit sur plusieurs pays, parfois avec une dimension comparée de cette zone, donc qui dépasse un peu la région mésoaméricaine. La région mésoaméricaine, c'est plus ou moins ce que vous voyez sur cette tache grise. Et donc, évidemment, la région couverte par le SAMCA est un petit peu plus large. Là, ce que vous avez sur cette vidéo, sur cette carte, pardon, c'est l'ensemble des projets archéologiques qui ont été menés par le SAMCA dans la région. C'est un exemple d'une des disciplines. On pourrait faire la même chose pour la géographie, pour l'histoire ou encore pour la socio. Et donc, ça vous donne un peu une idée de la variété du type d'implantation de nos projets de recherche au SAMCA. Alors, donc, nous sommes organisés selon cette dimension pluridisciplinaire et régionale, mais aussi selon 4 axes de recherche qui sont spécifiques donc, du SAMCA. Un premier axe qui est sur la ville et la métropolisation, un deuxième axe qui est sur les sociétés préhispaniques, un troisième axe qui est sur le patrimoine, pratique et représentation, et un dernier axe qui est plutôt contemporain sur les dynamiques sociales et politiques, des axes très larges qui couvrent en fait une variété de recherches qui sont tout aussi larges, à la fois d'un point de vue disciplinaire qu'en tant qu'objet. Pour vous donner un seul exemple, mais il y en aurait bien d'autres à traiter, le colloque international de l'année dernière sur l'eau a été un moment fort d'une recherche qui de plus en plus se préoccupe des questions environnementales. Nous avons aussi un axe fort qui se développe au SAMCA en ce moment sur les questions de genre. Donc voilà, on a une variété de sujets, d'objets et puis surtout de thèmes de recherche qui sont traités par notre centre. Ensuite, le SAMCA, et ça c'est aussi un autre élément important, et je terminerai, vu le peu de temps que j'ai malheureusement, par développer cette activité-là, c'est le fait que nous avons une activité éditoriale importante. Donc le SAMCA est une maison d'édition, les éditions du SAMCA, et aussi nous avons 2 revues, je vais y revenir, mais donc sous différents formats, nous publions donc, des ouvrages ou des articles. Dans le cas des ouvrages, eh bien, il s'agit essentiellement d'ouvrages de recherche classiques, qui sont publiés donc en langue espagnole et qui couvrent l'ensemble des sciences humaines et sociales que l'on retrouve au SAMCA et qui concernent plus spécifiquement la région sur laquelle on travaille, donc le Mexique et l'Amérique centrale. Donc nous avons plusieurs collections. La collection classique, on va dire, qui est une collection recherche. Donc vous avez à l'écran le titre de notre dernière parution, El Guajolote Mesoamérica, qui est donc une histoire du dindon en Mésoamérique depuis une focale à la fois archéologique, historique et anthropologique. Ou alors, nous avons une collection en archéologie qui s'appelle Cuadernos de Arqueología Mesoamericana, et enfin une collection Art et Sciences, qui est une collection nouvelle que nous allons lancer et qui vise à faire dialoguer les sciences sociales, les sciences humaines et sociales avec les arts, photographie, dessin et autres. Et puis donc, pour terminer, nous avons 2 revues au SAMCA. Une revue ancienne, qui est la revue Trace. La revue Trace est une revue qui va fêter l'année prochaine ses 40 ans.
C'est une revue académique en espagnol qui est indexée dans la majeure partie des sources d'indexation de l'Amérique latine, mais pas seulement, et donc qui est très visible. C'est une revue qui est reconnue par le CONACYT au Mexique et qui a maintenant une forte stabilité et visibilité en Amérique latine. Et puis nous avons depuis l'année dernière exactement, une nouvelle revue qui s'appelle Amérique latine, politique, histoire et société, qui est une revue qui a été lancée en décembre 2022 par l'ancienne équipe de Problèmes d'Amérique latine, qui a maintenant son siège au SEMCAP, à Mexico, et dont le premier numéro que vous avez à l'écran était sur le bilan à mi-parcours du Mexique d'Andrés Manuel López Obrador, l'actuel président du Mexique. Donc voilà, une variété d'activités. Je vous passe les détails des activités scientifiques plus classiques, comme les colloques, les manifestations scientifiques, les séminaires. Voilà, un petit labo. Nous sommes une petite équipe, un petit labo avec de grandes ambitions et beaucoup d'activités. Donc, vous êtes tout à fait invités à visiter notre site semca.org.mx ou notre librairie en ligne tienda.semca.org.mx ou encore l'ensemble de nos réseaux sociaux en tapant Semca. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Donc, nous remercions Maya pour nous avoir envoyé cette vidéo, vraiment très claire. En très peu de temps, elle a été extrêmement objective. On a bien compris l'idée du centre. Et j'espère que nous avons abouti à notre désir ici, de vous provoquer à penser à propos de ces institutions, comment est-ce que les doctorants, les post-doctorants peuvent être peut-être soutenus pour une de ces institutions et aussi engagés sur recherche à l'extérieur avec des partenaires français.